Bonjour à tous. Voilà, on va vous parler d'un sujet nouveau depuis le début de cette réunion, le CES de Las Vegas. Ça fait quelques fois que j'y participe pour ma part. 8e fois, première fois en tant qu'exposant en 2016 et j'adore entendre les témoignages de chacun ici parce que ça rappelle des bons souvenirs et c'est, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, un salon qu'on voit nulle part ailleurs. Vivatech, c'est autre chose. Voilà. C'est une manière différente de le voir. Nico. Moi, ça fait pas 8 fois, mais ça fait 5 fois que je me rends au CES de Las Vegas pour identifier les nouveautés, l'innovation. Et avec Rudy, maintenant, depuis 4 ans, on fait ces restitutions avec plaisir et beaucoup de travail. C'est 4 jours de boulot, 4 jours de visite. On a raconté les exposants précédents ont raconté un petit peu l'usure qu'ils ont de ces 4 jours quand on est exposant, quand on est visiteur aussi. Et voilà, on peut pas tout voir. Donc nous, on a essayé d'aller voir à peu près tout. Notre légitimité, elle est en plus récompensée par le CES puisqu'on a des accès médias depuis 2 ans. Ce qui nous permet de participer à des conférences, avoir des rendez-vous, des accès à des personnalités plus facilement. Et pour ma part, j'ai eu la chance aussi de participer à un événement important du CES qui Mais sont oui. les Innovation Awards. Je crois qu'il y a quelques participants exposants qui en ont gagné un. Et donc j'ai été jury de cette année. Donc c'est Bravo, 100 jurés bravo Nicolas. Ouais, internationaux. Et je suis un des rares Français à avoir été validé en tant que jury au CES. Donc j'en suis très fier. très cool. Yes. Et sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est là? C'est ma vidéo? Ouais. Ouais. Je dirige une agence de communication digitale qui s'appelle Walkin. Il y en a qui voulaient applaudir juste avant pour le jury du CES. Vous pouvez maintenant, puisqu'aujourd'hui, on a 22 ans. Voilà, ça fait 22 ans que j'ai créé la boîte. Voilà, on est des C'est bien vieux de dans un réclamer métier des applaudissements. complexe. Hein? C'est bien de réclamer des C'est applaudissements. toujours bien de réclamer des applaudissements. Notre métier, c'est d'accompagner les marques, les entreprises et startups dans leur communication digitale, dans leur stratégie digitale. Pour faire simple, hein, c'est un vieux métier, création de sites web, applications mobiles, plateformes extranet, SaaS, avec les outils d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a aujourd'hui, surtout la data. Et donc on accompagne aussi bien des grands comptes que des startups pour faire en sorte de mettre en avant leur image et de leur faire vendre plus, puisqu'on fait avant tout du marketing et de la com. Donc on est là pour faire vendre, c'est notre métier. On a une équipe de 20 personnes basée dans le Vieux-Lille, rue Basse. Et toi, Rudy? Bien. Qu'est-ce que tu fais Eh dans la vie, Rudy? bien, nous, c'est Blue Grariot. Il y a l'équipe qui est ici. Et avec l'équipe, tous les jours, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit, on fabrique des objets connectés. C'est pour ça que c'est intéressant et important pour nous d'aller au CES de Las Vegas, parce que c'est un petit peu quand même la mecque de l'objet connecté. Blue Grariot, on conçoit, on fabrique, on a une micro-usine, ces objets connectés. Et c'est un maximum fait en France. On vous accompagne pour vos premiers prototypes et on vous accompagne pour le marquage CE, pour partir en production. C'est nous qu'il faut venir voir. Et au CES, puisque maintenant on rentre dans le vif du sujet, on y va chaque année. Qu'est-ce qui a changé? La première fois, depuis l'an dernier déjà, on arrive sur le strip. Est-ce qu'on a besoin de rappeler que Vegas, c'est dingue? Là, ça a poussé en un an. En fait, c'est un hôtel en forme de guitare. C'est un Euh, demi-hôtel, hein, là. voilà, c'est juste pour voir un peu la démesure du truc, se mettre dans l'ambiance avant de passer sur les innovations. Ça va mesurer 300 mètres de haut, rien que ça. Et ils sont en train de mettre en place les cordes, les 6 cordes de la guitare. Mais voilà, le CS, c'est pas que les hôtels dans la rue. C'est quelques chiffres, 148 000 visiteurs, 4 000 exposants. On a refait le calcul, ça veut dire 28 secondes par stand si on veut tous les faire. Donc autant vous dire que c'est mission impossible. C'est pas possible. Juste avant, en régie, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir le retour dans les écrans qui sont devant nous? C'est pour éviter le torticolis? Non. c'est Bon, voilà, je c'est lance ça. compliqué. Et énormément de chemins à parcourir. Vraiment, on va dans les allées et voilà, ça ressemble à ça. Toutes les allées du CES, on est obligé de passer par ça. Et pour rentrer dans une des premières thématiques, ce qu'on se dit il y a 10 ans, c'est que le CES, c'était un salon de l'automobile bis. Cette première thématique, elle existe toujours. Juste avant Dis-moi. pour cette première thématique, on en a 5 qu'on va dérouler. D'habitude, on arrive à en avoir 10, 15, 20. Alors la présentation qu'on fait complète On dure n'a que 2 heures. 45 minutes. Là, on Ouais. n'a que 45 minutes. Donc je vais faire le timekeeper, Mm. Rudy. Vas-y, Je vais te couper la parole régulièrement, mais ne je le m'en prends veux pas. mal. Ok. Voilà, on y va du coup. C'est parti. Donc, sur les véhicules, c'est plus comme il y a 10 ans. C'est plus des voitures dans toutes les allées du salon. En revanche, c'est plus des briques technologiques qui sont présentées.
sur du logiciel, des capteurs, on parle de phares, on parle d'écran, de sécurité. Et ça, c'est bien exposé pour le coup, mais excite toutes les voitures en mode salon de l'auto. Ce qu'on voit ici, c'est aussi par rapport aux keynotes. Il y a énormément de keynotes pendant le salon, difficile de les suivre. Nous, on les regarde un petit peu en replay, on va à certaines d'entre elles. Et y compris dans les keynotes, y compris sur la plus grande, celle que tout le monde attend, celle de Nvidia, il s'agit de véhicules parce qu'en fait, c'est de l'automatisation, c'est de l'autonomie du véhicule, c'est de la sécurité. Donc tout ça, ça veut dire de l'intelligence artificielle qui drive tout ça, et derrière l'intelligence artificielle, du hardware et des nouvelles puces et des nouvelles stacks pour être de plus en plus à la pointe sur le véhicule autonome. Tout à fait. Vas-y. Si tu, parce que je sais qu'on doit speeder sur celle-là. Ouais, bah, vas-y, je t'en prie. Ok. Continue de speeder sur la voiture. Ok, donc première brique des choses que moi j'ai découvert pour la première fois. C'est une technologie que je ne connaissais pas. Donc je me suis permis de le mettre ici en slide, c'est des phares à haute densité matricielle. On connaît déjà les phares des véhicules assez récents qui vont pouvoir éclairer une partie particulière de la route, essayer de ne pas aveugler les personnes en face, mais là, c'est des vidéoprojecteurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent à projeter des choses sur la route. Et donc ça, ça sert à passer des lignes de guidage, à avertir des zones de danger. En fait, on vient diffuser sur le bitume des nouvelles informations. Et ça, pour ma part, je n'avais jamais vu. Et il y a des démonstrations sur des stands qui sont assez bluffante. Tu te souviens Chez de celle-là ? Mercedes, hein, ça, l'affichage de la route. Ouais. La grosse claque qu'on a vue l'année dernière, c'est sur les voitures, c'est Sony qui présentait sa voiture Afila, c'est ça, Afila. On s'était dit, tiens, Sony qui fait une voiture. Ils nous avaient bien expliqué quand on avait discuté avec eux que c'était un prototype, que c'était avant tout pour montrer un petit peu l'entertainment qu'ils pouvaient avoir dans la voiture. Et en fait, ils l'ont fait, ils sont allés au bout du truc. Et là, donc cette année, le stand de Sony se résumait d'ailleurs à cette voiture. Donc on pourra voir dans les prochaines années Sony produire une voiture. On ne les entendait pas du tout là. Et c'est plus du tout un prototype. Non, c'est ça, pour nous, Sony, peut-être le Walkman, la PlayStation, l'entertainment, et puis effectivement la disparition du stand où il y a les caméras, où il y a toute l'énergie autour de la production cinématographique sur l'IA qui va générer des arrière-plans, qui va faire bouger les voitures. Tout ça, ça a disparu juste pour la voiture à fila. Et donc l'entertainment dans la voiture, parce que là, ils ont des PlayStation à l'arrière, etc. On en a vu d'autres, Nico, sur le stand de BMW, par exemple. Oui, parce que bah, la grosse innovation qu'on a vue cette année sur les voitures, principalement, bah, c'est la voiture autonome, même si on en parle depuis longtemps. On va aller même sur des robots voitures, des robots taxis. Donc en fait, c'est acquis que le conducteur d'une voiture ne conduit plus. Donc là, maintenant, il se concentre sur autre chose, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'on fait de ce temps dans la voiture. Et ben, on regarde son pare-brise avec de la réalité augmentée sur le paysage. On va jouer avec son voisin à différents jeux. On va partager un moment de plaisir, de passion. C'est ça, mais même y compris pour le. Bon, ça, les véhicules Mais on ne va pas autonomes, conduire. on les aura pas tout de suite en Europe parce que c'est des levels qui sont pas encore réglementés. Alors en En Europe, revanche, c'est interdit, hein, de toute c'est façon, ça. légalement, mais de ce qu'on vient de voir là au CES, on ne peut pas se dire que ça va rester interdit longtemps, en fait. Parce Mm. que c'est tellement devenu une norme aux États-Unis, ces voitures autonomes, qu'on va les avoir fatalement. Ça. On verra après le taxi, surtout. Aux On les aura États-Unis, facilement en France. c'est Et en Europe. déjà en place. En revanche, en France, et des constructeurs européens comme BMW, quand ils annoncent des partenariats avec Uno ici, qui a un petit peu fait le buzz sur leur stand, c'est parce que il y a d'autres moments où on attend aussi dans la voiture, notamment avec les véhicules électriques, c'est lors de la recharge. Et lorsqu'on s'arrête 20 minutes, et ben voilà, ça c'est l'expérience qu'ils proposaient sur leur stand avec BMW. Ce que je peux dire sur ces écrans ici aussi, c'est que c'est difficile à montrer en vidéo, mais ce qui se passe, c'est que il faut comprendre que sur ces technologies-là, ils travaillent sur deux manières de voir la chose. Si je suis passager ou si je suis conducteur, je ne vois pas les mêmes informations à l'écran. Et donc, je peux être passager, regarder un film Netflix sur l'autoroute et être conducteur et voir juste les informations de mon tableau de bord sans se gêner l'un l'autre avec des résolutions de 4K. Donc, voilà. C'est difficile à filmer, mais en vrai, ça marche assez bien. Un petit peu le revers de la médaille pour les écrans dans les voitures, puisque l'agence européenne qui est en charge de mettre les notes de sécurité des véhicules, on dit pas de bouton, pas de 5 étoiles. Déjà, c'est automatique. Donc, fini d'aller dans des menus tactiles pour chercher les feux de détresse ou ouvrir la boîte à gants. Il faut des boutons physiques dans la voiture pour certaines fonctionnalités du véhicule. Sinon, pas de 5 étoiles en sécurité. On parlait des
parlais des normes de l'eau tout à l'heure avec un exposant. C'est pareil pour les voitures. L'Europe est complètement différente des États-Unis. Bon, après, ça prend peut-être un petit peu parti aussi parce que la stratégie des marques comme Volkswagen qui a toujours et qui était en avant les boutons, ça reste européen et c'est la réglementation européenne. On a un autre sujet avec les batteries solides. Ah, et les batteries solides. Moi, je ne savais pas ce que c'était une batterie solide. Donc, tu vas nous C'est au l'expliquer. solid Mais state. en gros, une batterie, à la base, moi, je connais les batteries du lithium. C'est du liquide qui est dedans. Transfert d'ions. Je suis pas Tu vas peut-être. Ouais, c'est bien, c'est Bon, bien. voilà. Et ils nous font des batteries solides. Et Rudy me dit, mais ça, c'est génial. Mais je dis, ouais, mais on va quand même se renseigner. Et en rentrant, on a quand même découvert que c'est génial, mais ça marche pas vraiment comme ils l'ont annoncé sur le stand. Ouais, ils ont voulu faire un buzz énorme. Aujourd'hui, la voiture électrique, voilà. Si vous avez la main sur la batterie, on connaît les enjeux, hein. La production de ces batteries, c'est des matériaux énormément. Les recyclages de ces batteries, c'est ultra complexe. On investit beaucoup dans la région à ce sujet. À partir du moment où je fais une batterie qui est au-delà des performances de celles qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui, que je sais industrialiser ce process, j'ai gagné une sacrée bataille. Et en arrivant sur le stand de Donut, ils annoncent avoir fait ça. Mais ce n'est pas un petit boost de 9 mètres carrés. Ils ont pris un stand énorme et ils font le show en disant ça y est, c'est nous, on l'annonce aujourd'hui. Donc les densités de batterie, mais faut imaginer, c'est juste énorme, hein. 100 000 cycles, c'est de l'ordre des cycles de recharge des condensateurs, pas des batteries. Donc c'est une super avancée. Sauf qu'en creusant, on n'a pas trouvé d'infos sur l'usine qui faisait ça. Ça a l'air un petit peu bullshit sur les bords. Et en fait, tout le discours qui a été fait autour, c'est une roadmap sur cette technologie. Et y En fait, compris, ils veulent aller vers ça. Voilà. ils veulent aller vers ça. Et y compris sur le fait qu'ils aient mis leur technologie dans The Verge. The Là, Verge, magnifique moto. Alors pour les motards, c'est pas une Harley, on est d'accord, mais c'est quand même très classe, je trouve. voilà, ah, pardon, entre les plantes. Ouais. Ça fait 4 Merci. plantes du coup, c'est bon. Donc oui, même là, quand il disait avoir, c'est des collabs, hein, et en fait, The Verge aussi explique, attendez, on n'est pas en batterie solid state, on est sur un modèle hybride et qui utilise un petit peu de ça, mais on n'est pas encore prêt, c'est dans notre roadmap. En revanche, ils ont fait une super prod avec cette moto-là, puisque il n'y a plus de... Il n'y a plus de moyeu, pas de chaîne, pas de courroie. En fait, le moteur, il est directement dans la jante de la roue arrière, ce qui libère énormément d'espace et ce qui permet de designer des véhicules autrement. Parce qu'avant, on avait le radiateur, le moteur ici, on peut faire d'autres choses à la place. Et donc ça, pour le coup, c'est une vraie innovation que présentait ici The Verge. D'autres types de véhicules. Les On s'est arrêté sur le eVTOL. stand, ouais, parce qu'on a vu à droite l'hélicoptère à décollage vertical. Bon, ça vous rappelle peut-être des petits trucs pour les JO de Paris, où normalement il devait y avoir des taxis volants partout dans Paris. C'est bien sûr pas été le cas, puisqu'ils n'ont pas réussi à industrialiser le projet. Et en Et fait, on puis a les compris. certifs. Oui, pas eu les certifs. Et en fait, on a compris aussi pourquoi. C'est que des projets comme ça, il faut derrière des usines qui sont spéciales, il faut des composants qui sont spéciaux, il faut une industrialisation qui est différente d'une voiture, tout simplement. Et en fait, le stand de cette entreprise n'était pas là pour vendre ce magnifique taxi volant, mais pour expliquer qu'en fait, ils savent vendre l'intégralité des parties qui sont nécessaires à fabriquer ça. Et ça, n'importe quelle start-up qui veut créer son petit taxi volant ou son petit véhicule volant ou qui veut en avoir un usage spécifique va les voir, ils proposent tout, ils industrialisent tout et ils sortent le produit. C'est vraiment une approche où nous, aujourd'hui, quand on conçoit des objets, industrialiser une carte électronique, on a le choix. Il y a des industries qui font ça et c'est de l'industrie. Pareil pour injecter du plastique, plein d'autres choses. Aujourd'hui, quand on faisait du véhicule, de eVTOL, comme c'est appelé ici, toute cette infrastructure-là, elle n'existe pas et c'est pour ça que ça restait vraiment un terme de prototype. Ici, on passe sur l'étape d'après, c'est plus les mêmes exposants. Ici, on industrialise les Electric Vertical Take-Off and Landing véhicules. D'autres types de véhicules. Ouais, on va passer vite. C'est juste pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas pu visiter et puis pour ceux qui n'y étaient pas, vous y êtes un peu avec nous. Il y a des grosses machines au CES de Las Vegas qui sont montrées, les grosses marques Caterpillar, John Deere, qui montrent, on verra après John Deere, mais qui montrent un petit, non, le voilà, qui montrent leur intégration de l'intelligence artificielle, de la technologie dans le quotidien en fait de leur business, qui sont souvent des business agricoles, industriels, nautiques, et tout ça, ça s'intègre partout.
Et là, c'est pareil, c'est pour avoir du véhicule autonome, de l'automatisation, c'est bourré de capteurs, c'est bourré d'IA. Et les démonstrations qu'on voit là, c'est qu'on peut contrôler tout ça à distance, envoyer les tractopelles sur le chantier, mais le contrôler depuis un petit bureau avec une manette. Tout ça, c'est possible. Les derniers types de véhicules. Il y a des gros vélos aussi. Des gros vélos. C'est Segway. Ouais, Bah, on ne peut pas rouler avec ce vélo. Hein. Bah, Vous bon, avez on va compris. essayer. Hein. Ouais. Vous suivez, hein, vous êtes là. Non, c'est sur la mobilité douce, en fait. Sur les vélos électriques, il y en a énormément dans le salon. Et puis, un peu plus, on va dire, des espèces de scooters électriques et ce genre de déplacement. Et il y a, c'est ça, c'est Jatco, c'est comme ça qu'il s'appelle. Jatco qu'on connaît pas forcément, mais en fait, ils font des moteurs depuis des années pour Mitsubishi, par exemple. Et ils se sont intéressés vraiment à la mobilité douce et notamment aux vélos électriques avec des technologies qu'ils ont l'habitude d'intégrer sur des motos. Mais là, on va sur des boîtes de vitesse automatiques, des moteurs de plus en plus réduits, plus silencieux, moins consommateurs, avec plus de couple. Enfin, bref, il y a vraiment des briques technologiques qui sont disponibles aussi pour permettre aux constructeurs de ces véhicules plus légers d'aller toujours plus dans l'innovation. Et ce qui me marquait aussi, c'est des vélos électriques, mais tu as un tableau de bord, tu peux passer en plein phare. Tu as vraiment un tableau de bord quasiment de véhicules, caméra embarquée, etc. Donc, les vélos de demain. Ce qu'on note ici, c'est qu'à partir du moment où un véhicule n'est plus piloté par quelqu'un, mais qui perçoit, décide et agit tout seul, eh ben, en fait, la frontière avec le robot disparaît. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de robotaxi et de robot-voiture sur le CES. C'est des mots-clés. Notamment ici, c'était sur le stand de Zoox. Ouais, Zoox, donc c'est le robot taxi qu'on voit au milieu. On a eu la chance de rentrer dedans et puis de le tester. On n'a pas pu le prendre dans les rues de Vegas parce que comme Uber, en fait, faut télécharger une application, mais elle est disponible que dans le store américain, donc il faut un compte américain. Et d'ailleurs, ce service n'est disponible pour le moment que à Las Vegas. C'est gratuit. De manière gratuite, effectivement. C'est un robot taxi, donc là on parle plus de volant, plus de pédale, il n'y a plus rien. C'est une boîte qui roule, qui vient à l'endroit où on l'appelle et qui va à l'endroit où on lui demande d'aller. Ça paraît simple et con, mais en fait ça roule vite. Ouais, il faut se rendre compte, hein, nous on a pris le taxi le premier jour, on s'est fait doubler par ce truc. Alors il n'y a pas d'avant, pas d'arrière, hein, on dirait, vous voyez, les carrés SNCF, là. Voilà, c'est un truc comme ça, mais On sur peut être à roue. 4 dedans. Ouais, et ça fonce. Et ça fait à 80 km/h. Ça nous a doublé, petit clignotant, ça se rabat. Petite queue de poisson. Impressionnant. Tac. Non, c'était ouais, on en a vu énormément rouler. Quand on voit ça et de la technologie qui fonctionne de cette manière aussi bien en exploitation, on ne peut pas penser que ça ne va pas arriver très vite en Europe. Ça serait dommage qu'on ne bénéficie pas de ça aussi. Ça pose des questions aussi sur les métiers, métiers de taxi par exemple, qui là, avec Tesla aussi, les dernières voitures Model X qui seront des voitures partagées. En fin de vie, c'est ça? Voilà, là c'est du concret. Ok. Alors, même technologie, mais autre mission. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si on prend les mêmes robots taxi, mais on met ces technologies sur des tâches particulières, eh ben on les voit partout. En fait, on a des exemples ici sur un robot poseur de carrelage. On a des exemples sur celui qui nettoie les toilettes automatiquement. Ça, c'est en France, c'est à l'aéroport de Lyon, c'est un voiturier complètement autonome. Et on l'a sur les pompiers. Et on a aussi ces robots-là qui, pour le coup, sont quand même largement déployés en Asie. C'est des robots qui font de la livraison. Alors, celui de chez Alibaba et celui c'est JD Logistique, rien qu'à eux deux, c'est 3000 robots qui sont en circulation et ils atteignent des nombres de livraisons par jour impressionnants. Il y a un record à 100 000 livraisons en un jour. Donc, ça livre des colis, ça livre votre Uber Eats, etc. Et c'est complètement autonome. Il y a aussi pas mal de vidéos où ça merde, où ils sont bloqués un petit peu, où ils bloquent les routes. Mais c'est pas parfait, ouais. Voilà. D'autres robots. Voilà, les robots surtout qu'on a vus, c'est ceux-là. Alors pas tous, mais quasiment. Le plus impressionnant, on le verra après, c'est celui de Boston Dynamics, Atlas. Ça, c'était des images il y a 5 ans. C'est devenu des prototypes il y a 2 ans. Et c'est des robots en exploitation cette année. Ça, c'est vraiment la grosse claque après la voiture qu'on a eue. C'est vraiment les robots humanoïdes qui sont là pour tout faire. Ouais, c'est la présence des robots sur le salon, on ne peut pas passer à côté. Et cela, on a vu avant les robots taxis, les robots qui se baladent, et celui qui pose le carrelage, par exemple, il est conçu pour une tâche, il pose du carrelage. Et la question qu'on peut se poser sur les robots humanoïdes, c'est,
Moi, parfois, quand je bricole, je mets un truc dans la bouche parce que j'aimerais bien avoir un troisième bras, je ne l'ai pas, etc. Alors pourquoi on leur met deux bras, deux jambes, cinq doigts à chaque main? C'est une question qu'on s'est posée et qu'on a posée sur les stands. Et c'est parce que ces robots-là, ils veulent répondre à un truc bien particulier, c'est qu'ils sont conçus pour évoluer dans notre monde à nous. Et nous, notre monde, on l'a façonné depuis des centaines d'années à notre image et à la manière dont on est fait. Et c'est pour ça que ces robots, si on veut leur faire attraper une poignée ou toucher un interrupteur ou monter des escaliers un jour, il faut qu'ils nous ressemblent un petit peu pour pouvoir se déplacer dans le monde dans lequel on vit et comment on l'a façonné. Et l'autre raison qui est mise en avant, c'est que avant on programmait des robots. Maintenant, on les fait tourner sur des modèles d'intelligence artificielle et ils sont nourris avec des bases de données, avec de la data. Et en grande partie, ce sont des vidéos d'êtres humains en action. Et ça, c'est de la data qui existe. En fait, ils avalent YouTube, ils regardent comment les humains se comportent. Et c'est beaucoup plus facile à faire comme ça parce que la data existe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces robots humanoïdes, ils se déplacent dans notre monde, ils vivent avec nous. Et c'est pour ça qu'ils nous ressemblent aujourd'hui. Et la grande différence en 2026, si tu peux mettre la slide d'après, c'est surtout le fait qu'ils aient des mains. En fait, ça paraît con, ça paraît idiot, parce que, bah oui, une main, ça nous paraît évident. Mais en fait, jusqu'à présent, on voyait des robots avec des pinces, avec des substituts de mains. Et là, il y a énormément de stands qui sont focalisés là-dessus. Uniquement sur les mains. C'est uniquement sur les mains, et c'est ça qui change tout. C'est quand un robot peut prendre une feuille, peut vous serrer la main, peut déplacer un plateau de manière très fine, et ben là on voit des usages qui sont complètement différents. Et ça change vraiment tout l'usage d'un robot, tout le sens d'un robot. Et comme tu le disais, Rudy, il peut quasiment faire toutes les tâches qu'un être humain fait parce qu'il a la même physionomie. C'est ça. Et après, lui, il continue d'apprendre et de réagir aux situations. C'est pour ça que là, s'il a été entraîné à passer des boulons sur des images d'un être humain, je dévisse pas aussi vite. voilà. Après, il s'est dit, je peux juste aller un peu plus vite parce que j'ai les capacités de le faire. Mais c'est du mimétisme à la base. Et il y a cette petite vidéo là où on a pris une petite claque sur une démonstration de robots sur un stand. C'est que, pour vous dire un petit peu, vous partagez mon impression à ce moment-là, c'est que on attend la démonstration sur ce stand. C'est à côté de Unitree, qui font les Chinois qui font des super concurrent robots. Chinois de Boston Dynamics. Et ils nous disent, bon écoutez, il y a une démo qui commence dans 5 minutes. Donc moi je me poste, je prends ma caméra, je dis bon super, je suis au premier rang, je vais avoir des belles images. J'ai l'œil dans l'objectif et puis je vois ce robot s'animer. Et effectivement, je me dis, wow, les gestes, moi quand je voyais des vidéos comme ça passer sur mon flux LinkedIn ou autre, j'avais toujours en doute que ce soit généré par de l'IA, tu vois, parce que tellement c'est fluide, etc. Donc là j'ai l'œil dans l'objectif, je filme ça, je me dis, bah non, en fait c'est vrai. Et à partir du moment où j'ai juste sorti l'œil de l'objectif et que je l'ai vu en vrai, j'ai pris une deuxième claque en me disant, en fait, le voir à travers un écran comme ça, on se rend compte, c'est fou. Enfin voilà, la dextérité qu'il a. Mais en vrai, c'est encore autre chose. Et en vrai, on a les sons, on entend ce qu'il fait. Et là, il fait des saltos. Ça a l'air d'être un élastique qui pèse 10 grammes. En réalité, le truc, il pèse 400 kilos. Et quand un peu plus que moi. Il a descendu... et dans- Et quand il a descendu la marche du stand pour atterrir sur une petite marche en bois comme ça, on a l'impression qu'il allait la fracasser. Et pourtant, en image, là, bon, ça sautille, c'est à l'aise. Et on l'a vu plusieurs fois d'ailleurs avoir failli se casser la figure, rater une marche. Et c'est impressionnant la manière dont il se rétablit et qu'il rectifie tout de suite le tir. Il se met en arrière, il va pour tomber. En fait, non, il tombe pas. Et on a vraiment un humanoïde en face de nous. D'ailleurs, pour la petite blague, celui-là là, qui combat de la société chinoise qui est à côté d'Unitree, ils sont un musée, ils l'ont appelé T800. Donc, ça, pour ceux qui sont un peu geeks, ils ont une référence, c'est le nom du robot dans Terminator. Voilà. Je ne sais pas si c'est une blague de bon ou de mauvais goût. Je ne connais pas Terminator, tu me feras voir ce que c'est. Donc sur les mains, bon, voilà. Il y a, encore une fois, sur le CES, il y a ces grosses démonstrations, des énormes acteurs qui montrent les robots, là, voilà ce que je viens de vous expliquer. Mais quand on se balade, y compris, on va dire, à Eureka Park, où là, c'est plutôt plein de petites startups qui montrent des briques technologiques, c'est ultra riche. Eh bien là, il y a des gens qui proposent uniquement des technologies de capteurs embarqués, des capteurs silicone, avec plus ou moins de précision, etc. Et
ces gens qu'il faut aller voir pour intégrer ces technologies qu'ils proposent dans la fabrication de robots. Et donc ça, on le voit un petit peu partout. On a testé les mains, là, le toucher, le Ouais. côté tactile, l'appréhension, le tout. C'est vraiment. On n'avait jamais vu ça. C'est la première fois qu'on voyait ça. Clairement, enfin, énorme présence robotique et robotique démontée bout par bout sur tous les stands. On a fait une petite expérience sur le stand de Tu as Hyundai. fait une petite expérience. Alors, en fait, on cherchait ce robot Atlas, là. Donc, on voit tous. On verra peut-être une petite dernière vidéo à la fin, si on a le temps. Euh, En fait, c'est Boston Dynamics donc, qui produit ce robot et d'autres, comme le robot chien jaune qu'on vous a peut-être déjà vu. Et en fait, on était très frustrés parce qu'on ne trouvait pas de stand de Boston Dynamics. Impossible de le trouver. En fait, on avait juste on était passé à côté d'une information, c'est que Boston Dynamics a été racheté par Hyundai il y a 3 ans, il y a 3 ans et demi. Et donc maintenant, c'est dans le stand Hyundai que sont déployés les robots de Boston Dynamics, tout simplement parce que Hyundai a annoncé en 2028 que l'intégralité de leur usine de production seront équipées de ces robots. Donc robots qui se déplacent les colis. Là, comme on voit ici, c'est assez simple, c'est des bras, mais qui les transitent, les robots chiens, qui viennent contrôler ce qui se passe. La grosse innovation, c'est l'intelligence artificielle, puisque ces robots communiquent entre eux maintenant. Ils n'ont plus besoin d'avoir été programmés au préalable. Et puis là, on a Rudy qui fait un moonwalk. Mais en plus de faire un moonwalk, il a un exosquelette qui lui permet de travailler en hauteur. Donc d'avoir les bras levés plus facilement. Pareil, c'est pas une innovation dingue, mais ce qui est innovant, c'est le processus. C'est qu'à côté, on a le chien, là, tu l'empêches de travailler, et il vient à ta place. En fait, c'est mon manager, le chien là. Il vient vérifier mon travail, prise d'image. Il vient vérifier si j'ai bien branché les câbles. Et sinon, je ne sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Il te met un taquet, je pense. Ouais, mais et tu recommences. Cet exosquelette, ultra cool. Toute l'expérience qui est présentée sur le stand de Hyundai, vraiment l'automatisation de l'usine de demain, c'est ultra complet. Ils ont fait des super démos. Et c'est pour des stands comme ça aussi que c'est impressionnant sur le CES de Las Vegas. Exactement. Alors, la petite phrase d'après. Toutes les capacités de ces véhicules, de ces robots sont possibles aujourd'hui grâce à de l'IA embarquée. Ouais, parce que dans chacun de ces appareils, il y a de l'intelligence artificielle, mais ça tourne aussi grâce à des puces qui font tourner de l'intelligence artificielle. Et c'est une des questions qu'on se posait aujourd'hui, c'est les nouvelles architectures de nos appareils. Avant, il y avait un CPU, un GPU. Et ben maintenant, il y a des NPU en plus qui font tourner du réseau de neurones pour tirer des résultats des modèles d'intelligence artificielle qui sont embarqués dans nos appareils. Alors, on comprend bien à quoi ça sert pour les robots, les véhicules, parce qu'on ne va pas aller faire des requêtes à l'autre bout du monde sur un serveur. Quand je suis dans un robot taxi et que je dois prendre une décision à l'instant T, il me faut de la réactivité et il faut que je sache comment me comporter. En revanche, dans nos ordinateurs et nos téléphones, il y a aussi ces NPU. Et on avait un débat avec Nicolas. Bah oui, parce qu'effectivement, tu listes juste là tous les avantages d'avoir ces puces embarquées. Je trouve ça effectivement, tu trouves ça génial de les avoir dans ton ordinateur, dans ton téléphone. C'est d'ailleurs tout ce qui va vous être vendu sur l'année 2016, que du matériel électronique embarqué, boosté à l'IA. Ça, c'est évident. Et moi, je trouve ça complètement pas bullshit, mais c'est une surconsommation du matériel parce qu'en fait, c'est des choses qui vont être utilisées en fait très peu en local, ça va être beaucoup utilisé. À part sur des outils industriels comme ceux qu'on a vus ensemble. Mais je prenais l'exemple des data centers dans les années 90. Toutes les entreprises voulaient leur data center, voulaient leur machine dans leur entreprise pour avoir leur data, pour avoir tous ces éléments-là, pour être plus rapide, pour tout ça. Bah, aujourd'hui, il n'y en a plus aucun qui imagine créer son data center. Tout est dans le cloud, tout est en SaaS, tout utilise Internet, la 5G, la 6 plus tard, pour avoir les données. À mon sens, et c'est là effectivement on n'était pas d'accord, c'est exactement vers ça qu'on va pour ces puces d'intelligence artificielle. Pourquoi avoir ça sur son ordi alors qu'on l'a disponible en ligne? C'est juste du bon sens. Parce que non, mais c'est vrai. Ces puces-là, elles sont faites pour traiter des modèles d'intelligence artificielle qui sont intégrés dans ton ordinateur ou dans ta puce, et tu le fais en local. Ça consomme 100 fois moins d'énergie que de demander à ton CPU ou ton GPU d'aller exécuter ces tâches-là. Donc, tu as vraiment de la conso d'énergie. Est-ce que tu as besoin de toute cette puissance pour répondre à un mail, quoi? Voilà, non, c'est pas du tout le même sujet. Non, et tout ça, il y a l'autre aspect aussi. C'est voilà, prenez vos paris là-dessus. Dans 5 ans, on se revoit. On dit, est-ce que l'IA, elle est restée sur vos téléphones et ordi ou est-ce qu'il est complètement dans le cloud?
Mais alors, tu fais des requêtes Arrête dans le cloud. d'argumenter, on avait fait chacun nos arguments, c'est bon. Tu fais des requêtes dans le cloud, mais quand tu peux le faire en local parce que le système existe, comme Ça sur va ton plus vite, PC, tu fais évidemment. de la recherche contextualisée. Tu n'as pas besoin d'aller faire des requêtes à l'autre bout du monde. Et ça aussi, c'est important et c'est pour ça qu'ils le poussent. C'est que quand tu fais ces requêtes-là, Nvidia, il présentait encore aujourd'hui des nouvelles cartes, des nouvelles puces et des nouvelles infrastructures complètes. Mais alors là, c'est plus pour entraîner des modèles d'IA. Donc, Et pour faire ce que je viens de dire juste avant. non, Si. non, non, ça c'est pour utiliser des modèles d'IA et prendre des décisions. Il n'y a pas besoin de tout ça. Là, les grosses annonces de Nvidia pendant les keynotes, c'est du matériel qui consomme moins d'énergie, qui consomme moins d'eau pour refroidir tout ça et d'être les plus compétitifs sur un secteur où il y a plus en plus d'acteurs parce que chaque grosse entreprise aujourd'hui, ils font attention à ça, à avoir leur propre base de données, de la sécurité, de la souveraineté. Et donc, c'est des énormes investissements à un instant T, mais aussi en termes de consommation d'énergie. Et donc, voilà, ils se battent là-dessus. Bon, il faut imaginer, vous voyez, la taille d'un seul des racks qui est là devant Jensen Huang. C'en est un seul parmi toute une baie. Et puis après, voilà, donc c'est énormément de consommation. Donc si on peut le traiter en local aussi, ça évite des millions de requêtes partout sur ces. T'as pas besoin de te On en est où justifier. sur le temps, Nico? On est un petit peu en retard, alors allons-y. Ok. Lenovo, la grosse keynote, les grosses annonces. Là, pareil, nous, on a pour le coup été vachement déçus par ces annonces de cette marque, qui est une marque chinoise. Pour le petit rappel, ils ont racheté il y a quelques années ThinkPad, qui est la division portable d'IBM. IBM n'en voulait plus, ils se sont dit tiens, on va la reprendre. Et leur grosse annonce, tu l'as dit Mathieu, c'est leur Kira, donc c'est leur IA, leur Siri à eux. leur Siri à eux, leur IA globalisée sur tous les outils. Et en fait, en regardant ça, on s'est dit, ça existe déjà partout, quoi. Et on a déjà tout ça dans Apple, dans d'autres outils. Et là, la grosse annonce en fait qui nous dit, c'est que nous, Chinois, là sur le patron de Lenovo, on va jouer dans le game et vous allez devoir choisir à un moment votre assistant IA. Donc vous pourrez choisir Siri, vous pourrez choisir une avec une autre, donc avec Apple et GPT ou autre. Vous pourrez choisir Google, Kira selon votre matériel. Et en fait, ça dépendra du matos que vous allez acheter. Ouais, et ils présentent toute une gamme de devices, donc ordinateur, tablette, où tout ça, ton Même IA, elle te voiture. suit, voilà, et ton IA, elle te suit partout et elle contextualise à fond jusqu'à, ouais, alors ça c'était des manifestants américains devant le CES qui disaient que Ils étaient deux. ils étaient deux et ils avaient le mérite d'être là. Ils étaient là. Pour continuer sur la keynote de Lenovo, voilà, un produit dont ils font la promotion, Ouais. c'est ce dont parlait Yann tout à l'heure, je pense, c'est ce qui nous faisait penser à Black Mirror, c'est ce petit tour de cou, c'est une caméra et un micro, et en fait ça filme et ça entend toute votre journée, tout le temps. Et ce qui fait que le soir, voilà moi, peut-être après cette conférence, je vais ouvrir mon téléphone, j'aurai 15 mails, et il va me proposer d'y répondre, mais avec du contexte. C'est-à-dire qu'en fonction de la journée que j'ai passée, parce qu'il en sera conscient, parce que le petit objet ici, il aura vu, il aura dit « Ah oui, c'est vrai que ce matin, il y avait 76 personnes dans ta conférence, autant de femmes, autant d'hommes, autant de machins. » Voilà, c'est ça qu'ils mettent en avant avec Kira, c'est contextualiser au maximum, parce qu'il sait tout le temps ce que tu fais avec ta permission. Avec ta permission, ouais, ça c'était Ouais. le petit mot with your permission, puisqu'à eux, RGPD, ils connaissent pas, hein, c'est pas leur concept. Donc ils disent à chaque fois que vous pouvez l'utiliser avec votre permission. Il va envoyer un mail avec votre permission. Il va vous enregistrer avec votre permission. Il va vous choisir vos habits. Mais là, pareil, rendez-vous dans 5 ans sur ce genre. Amazon propose le même, Plod, une startup propose le même. Des petits colliers comme ça. J'ai un gros doute, moi, sur l'usage du quotidien. Se voir balader avec ça. On voit aux États-Unis des gens se balader avec les Apple Vision, là, les casques de réalité 2. On en voit vraiment dans la rue, que ce soit à New York ou à Vegas, mais on ne voit pas du tout ça en France. C'est la même chose. Peut-être ça va marcher aux États-Unis, peut-être ils auront ça autour du cou, mais en France ou en Europe, j'ai vraiment du mal à croire que ça va être vraiment utile. Pareil, il y a quelques années, du petit purificateur d'air portable. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Aux États-Unis, ils en ont beaucoup. Ils ont ça autour du cou qui t'envoie de l'air purifié dans le nez. Bon, ok, donc ça peut prendre ou ça peut ne pas prendre. Il nous reste 2 thématiques. C'est ça. Il nous reste combien de temps? 15 minutes. C'est ça, chef?
10? Ah bah, sympa. 10 minutes. On n'a pas la même montre. Ok, donc on continue avec une thématique santé et le stand de Weezings. Ils ont toujours une présence impressionnante sur le CES et c'est excellent ce qu'ils font. Je pèse mes mots, c'est que c'est de la bonne facture et ils travaillent vraiment avec une stratégie qui démarque du bien-être. Ils vont dans le médical, le dispositif médical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, L'autodiagnostic. et voilà, et Ouais. c'est pour ça qu'on peut parler de diagnostic. Donc, ils faisaient des montres connectées, ils faisaient des balances, des pèse-personnes. Aujourd'hui, ces pèse-personnes, ils font du diagnostic. C'est des balances à impédance qu'on connaît tous et toutes, mais Mhm. ils ont augmenté ça avec de l'IA. Ils en ont fait un outil du quotidien qui Et un permet, dispositif médical. un dispositif Ouais. médical qui permet à la maison d'avoir un radiologue qui va vérifier son rythme cardiaque, d'avoir son taux d'oxygène en live, de matcher ça avec le poids, de faire tout ça dans la durée. C'est encore une fois, c'est pas une révolution. On a déjà des objets connectés comme ça chez nous, mais là ils font ça en tout en un. Et cette marque Weezing le fait vraiment bien, quoi. À chaque fois, on les suit, Ouais. on regarde ce qu'ils font. Et c'est quand ils sortent ça, c'est qu'ils sont sûrs d'eux, que les modèles derrière IA, ils sont parfaits, que ça marche et qu'on peut faire confiance en fait aux éléments qui sont sortis de ça. Et donc c'est vraiment un vrai gap de l'autodiagnostic en 2026. Ça va être des produits qu'on va pouvoir acheter toute l'année et qui vont vraiment nous aider à aller mieux. Ils le souhaitent et on le souhaite aussi. Ouais, à suivre sa santé au long cours, comme un autre produit qu'ils annonçaient sortir, c'est le U-Scan. Le U, c'est pour urine. Donc ça s'installe dans les toilettes et au quotidien, quand on passe aux toilettes, C'est ce que tu as dans la main, non? ça analyse. Non, ça, c'est mon petit déstress, Ok, j'ai eu machin. peur. Ça analyse l'urine. C'est une vraie machine. Hein. À l'intérieur, on voit un petit peu comment ça se passe. C'est de l'horlogerie fine. C'est des récupérations de l'urine. On va le mettre sur de la bandelette. On va faire de l'étude de spectro. On en tire des conclusions. Et tout ça, alors c'est peut-être pas pour moi, pour vous comme ça au quotidien. C'est pour des personnes souvent qui ont des pathologies et qui ont besoin de suivre ça sur le long cours, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à mesurer en disant bah, aujourd'hui ça ne va pas et hier ça allait mieux. C'est des évolutions et des tendances fines qu'il faut repérer pour en parler à son médecin le plus vite possible. Et on a la même chose pour la grosse commission, c'est ça? Voilà. Ouais, mais on est arrivé trop tard, ils venaient de démonter le stand. Pourtant, il restait 1 heure de salon. Ils ont démonté le stand et en fait, c'est plus une tendance globale là aussi Ouais. dans l'aspect santé. C'est que grâce à l'intelligence artificielle, si vous voulez, aujourd'hui, eux, ils proposent de prendre une photo des excréments et simplement Faut après. pas mettre la caméra dans le mauvais sens. Hein. Ça se met dans le... Ah, c'est très fin, Nicolas. Merci. Alors, et en fait, nous, avec un œil classique, on va dire, pas d'expert sur ces sujets-là, bon, ouais, on peut constater des choses un petit peu qui frappent. En revanche, si c'est des fins signaux, c'est pas possible et c'est ce que propose de faire grâce à une prise de photo. Donc, c'est sans contact et c'est de l'analyse au quotidien. Parfait. Voilà, en fait, tu peux On faire peut avancer, une analyse Rudy. d'urine ou une analyse de sel que tu envoies au laboratoire. Et ben là, ça se fait juste avec une prise de photo et ça détecte des tout petits changements qui permettent. Et donc, eux, pareil, études cliniques, dispositif médical. Donc, c'est pas du gadget, quoi. Et cette tendance, elle se voit aussi sur. C'est la même technologie. Oui, c'est la même techno, c'est toujours visuel. Là, ce qui est, en plus de tout ce qui nous montre à côté, ce miroir dynamique avec de l'intelligence artificielle dedans, promet aussi d'analyser les troubles, l'apparition potentielle de troubles psy. Et ça, c'est la première fois, pour ça qu'on voulait en parler, on le voit sur le salon, et c'est la première fois qu'ils vont sur ce sujet-là. Et donc, comment ils vont faire, en fait, c'est que devant ce miroir, tous les jours, vous allez vous présenter, faire cette analyse, bon, avec tout ce qu'on a déjà là aujourd'hui. Et puis, il va voir votre évolution visuelle en permanence avec des choses que vous ne captez pas, c'est-à-dire les veines dans le front, les chaleurs, la tendance, tout ça. Et au bout de quelques jours, il va pouvoir vous dire, oula, attention, tu n'as pas une bonne mine, quoi. Et pas juste visuel, c'est que tu devrais peut-être faire attention à toi, il se passe quelque chose, je ne peux pas tout dire parce que je suis un miroir et j'ai pas toutes les données, mais va plus loin, prends un outil d'autodiagnostic et fais quelque chose pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus profond. Et ça, c'est la première fois que cette thématique, on la voit sur ce salon. Et dans l'expérience d'usage, c'est intéressant parce que la balance de Weezing, il faut faire le geste d'aller dessus, de rester 90 secondes pour qu'ils prennent toutes les mesures, etc. Le miroir, c'est juste du quotidien, quoi. En fait, on est le matin dans la salle de bain et ça se fait de manière automatique et transparente pour l'utilisateur. Tout à fait, Rudy.
Alors, il y a On va peut-être d'autres. passer vite sur ce truc-là, puisqu'il ne nous reste On que a plus 5 le temps. minutes. Bah ouais, il ne Ah, reste c'est pas dommage. grand-chose. Vous viendrez me Bah, voir, on parlera d'objets passe-en connectés, 5 secondes si tu y arrives. de Matter qui fait son trou. C'est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus d'acteurs sur le terrain. En fait, il y a quelques années, quand je faisais les présentations comme ça du restitution du CES, il y avait énormément de thématiques autour d'objets connectés bien particuliers, mais plein d'objets connectés différents. Et donc là, on pourrait, hein, il en existe encore, il y a des laisses connectées, mais la technologie qui est là, elle est intéressante, c'est du radar millimétrique. Et ça permet aussi d'aller faire de la prise de fréquence de respiration, de cardiaque, à distance sans contact. Et donc ils en intègrent dans des têtes de lit, ils en intègrent ici dans des laisses de chien qu'on peut laisser à côté du panier quand il dort, parce que ça arrive à capter ça sans contact, sans équiper l'humain ou l'animal de cette technologie-là. Et en fait, ça vient voir juste des petites variations et ça sait prendre des calculs. Bon, du coup, voilà, j'ai fait vite. Ok. Mais oui, Parfait. et Matter, il y en a même chez Ikea maintenant. C'est quoi amateur en 2 secondes? C'est un protocole, quand on fait de la domotique, avant, chacun avait son langage de communication, son protocole, et on ne pouvait pas rendre tout ça interopérable. C'est ce que Matter a voulu faire. Et pourquoi ça marche? Parce que tout le monde s'est entendu. C'est-à-dire que dedans, il y a Apple, Google, Amazon, Ikea, Somfy. Ils sont tous à l'origine de l'écriture de ce protocole. Ça a mis du temps, parce que ça fait 3-4 ans que c'est prêt. Ça a mis du temps, mais maintenant, y compris chez Ikea, moi, quand j'ai vu ça, à 8 euros, on a des capteurs Pas cher. température, humidité, et c'est directement compatible avec les infrastructures, avec les écosystèmes de tous les opérateurs, hein, les fabricants. Ok, bon, j'ai fait vite. C'est parfait. Ça, tu peux encore passer vite aussi. Ah, pourtant, c'est des Ouais, stars je du sais, salon. je sais, Rudy, je sais. Et ils se font Les même aspirateurs, il y transporter a par des vraiment drones. t'as un truc avec les aspirateurs. Écoute, je sais Non, pas pourquoi. c'est les stars du salon. Mais on est d'accord, mais on n'aura pas le temps d'en parler, Rudy. Voilà, celui-là, il se fait transporter par un drone On pour va en aller à parler quand l'étage. même alors. Voilà, bon, allez, Non. vas-y. Ah, Allez. voilà. On va finir avec les lunettes connectées. Parce qu'il nous reste 5 minutes et que c'est quand même la dernière grosse tendance qu'on a vue. C'est les lunettes qui font tout, qui sont vraiment minimalistes. C'est vrai. Il y a 5 ans, quand on faisait notre première conférence, on parlait du métaverse, on parlait du casque de réalité virtuelle. Et c'est le premier truc qui était là, c'est-à-dire qu'un device comme celui-là, énorme, à porter tout le temps, bah, personne ne va l'utiliser au quotidien, c'est pas possible, c'est complexe. Ça marchera le jour où ça sera dans une Ray-Ban, quoi. Voilà, le jour où ça sera là. Et bah ça y est, là ça fonctionne. On est 5 ans après dans des lunettes connectées. On connaît les lunettes avec les verres qui se teintent automatiquement avec le soleil. Bon là, il nous propose à gauche de le gérer soi-même avec la branche. On gère la teinte du verre directement en Très dynamique. réactif. Ouais. Pardon? C'est beaucoup plus réactif. Ah oui, c'est instantané, quoi. Vraiment, on le voit sur la vidéo, j'étais époustouflé. Au milieu, c'est toi qui testes un ordinateur. En fait, tout simple, tu as la souris dans les mains. C'est vraiment un écran externe, ça. Voilà, tu as l'écran dans les yeux, donc qui se bouge aussi, quoi, qui se matifie pour devenir lunettes de soleil. Mais en fait, tu avais devant toi vraiment un navigateur, un OS et une souris dans la main. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, contrairement aux gros casques de réalité virtuelle ou augmentée. Ça, dans les trains, par exemple, ça permet de regarder son film plutôt que de le regarder sur son téléphone. Ça permet de travailler sur son ordinateur sans sortir son ordinateur, directement dans les lunettes. Alors, le seul truc, on le voit là, c'est que tu louches magnifiquement bien avec, parce que l'écran est très près, forcément. Et la technologie est ultra mature là-dessus. Ça marche vraiment très très bien. Donc, ouais, chaque année, en fait, on voit, c'est quand on les porte, qu'elles sont de plus en plus fines, de plus en plus légères. Et d'ailleurs, quand on n'a pas besoin d'avoir, comme dans la vidéo du milieu, un écran couleur, de la navigation Internet, etc., mais juste des petites informations texte, on est sur des lunettes qui sont plutôt celles qu'on a à droite ici. Et alors là, franchement, c'est mettre au défi de voir la différence. L'intégration entre une paire de Ray-Ban et celle qu'on a là, c'est extrêmement bien foutu. Et c'est des verres qui sont correctifs, donc pour votre vue. Et ce qu'on voit là-dedans, pour moi, la killer app là-dedans, surtout, c'est peut-être le GPS dans la rue, d'accord, mais la traduction instantanée. Traduction ça, instantanée avec audio au niveau crânien. C'est conduction osseuse, ouais. Conduction osseuse. On n'entend rien de l'extérieur. Toutes ces technologies, ils ont enfin réussi à l'intégrer dans une monture ultra fine de lunettes. C'est exactement un petit peu la révolution, je pense, qu'on est en train de vivre au niveau des lunettes. Comme quand le téléphone est arrivé, on avait le lecteur MP3 d'un côté, le GPS d'un côté, le
le téléphone, les jeux vidéo de l'autre. Ils ont réussi à tout mettre en un. Boum, on a le téléphone. Grâce au NPU aussi. Grâce à cette magnifique puce, pour ceux qui ont suivi. Et là, sur les lunettes, on est vraiment sur la création d'un nouveau device, qui sont ces lunettes connectées. On va voir dans les 5 ans qui viennent comment ça va être adopté, comment ça va être utilisé, mais je prends le pari, moi, que dès cette année, ça va être quelque chose massivement adopté. Vous allez chez n'importe quel gros opticien aujourd'hui, ils ont un deal avec Meta, sur les lunettes Meta. Vous pouvez les tester, les utiliser, peut-être pas les toutes dernières, mais attendez 6 mois, 1 an, et là, vous aurez celle qui fait les traductions automatiques audio, celle qui fait la vidéo en temps réel, et celle qui fait surtout la surimpression d'informations dans la lunette, ce que ne fait pas les lunettes Meta. Ça, c'est des produits finis, mais Ouais, il y a ça aussi marche. toutes les startups qui proposent les briques technologiques pour fabriquer ces produits. Donc, Et ça allait là très aussi, c'est très vite. intéressant. C'est vraiment allé très très vite cette techno. Pfiou. C'est On bon? a fini? Bah voilà, on a fini. Bah, si on veut garder On le se temps. repose. Ouais. Ouais. Hein, bah voilà. Good. Bah ouais. Merci pour votre Merci attention. beaucoup. Putain, 13h30. Ah, Ah. du coup, on est là si vous avez des questions aussi, c'est ça? Merci beaucoup pour le Back From. Ça a été hyper riche. Je pense que chaque année, il y a un cap encore qui est franchi. Vous le voyez sur la partie robotique notamment. Moi, je voulais voir aussi dans la salle s'il y avait des questions sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ou des choses qui vous intéressent par rapport à votre propre business. Qu'est-ce qui vous a le plus bluffé? Ah Ouais. oui. Ouais, alors, Répète la question. ah oui. L'an dernier, quand on faisait cette présentation-là, il y avait une keynote importante d'NVIDIA qui proposait des outils pour permettre à n'importe quelle entreprise qui fait un petit peu d'industrie ou des tâches répétitives de prendre en main un robot, que ce soit juste un bras articulé, un humanoïde ou quoi que ce soit. La difficulté, comme on l'a vu, c'est pour entraîner ces robots, il faut énormément de données pour qu'ils puissent répéter les gestes, etc. Et NVIDIA avait proposé Omniverse, en l'occurrence, qui permettait juste, si tu répètes 100 fois le geste pour que le robot l'apprenne, ça peut suffire parce que Omniverse, derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tes images et il va en simuler 1 milliard. Et ça, il va le donner à manger au modèle d'IA pour l'entraîner. Et ça, pour moi, si tu veux, aujourd'hui, c'est déjà derrière eux. C'est-à-dire que c'est en ligne. Tu peux prendre l'abonnement, tu peux le faire, tu peux jouer avec. Et juste avant cette restitution, on en discutait justement avec des personnes qui ont des entreprises où parfois ils disent moi j'ai une tâche répétitive qui m'embête, mais est-ce que vraiment je vais aller acheter un robot pour il doit prendre une bouteille et la poser sur un tapis roulant. Et effectivement, dans son process, il y a ça à faire. Mais oui, il peut. En fait, c'est disponible. Juste, tu te connectes, tu crées le compte, tu télécharges les outils d'NVIDIA, tu prends un bras robotisé de chez Niro et tu peux déjà travailler sur ce système-là. Ils en reparlaient pas dans les... ouais, c'est un acquis. Ils en avaient reparlé à Vivatech. Ils avaient représenté les mêmes couches. Et là, en fait, ils vont tellement vite, je pense aussi que là, ils ont surtout parlé de stack logiciel de sécurité pour les véhicules, parce que ça doit être une nouveauté pour eux. Mais Omniverse, c'est déjà prêt, quoi. On vous a parlé de Atlas. Est-ce qu'en régie, c'est possible de remettre l'écran du PC qui est sur scène? Je t'ai envoyé les vidéos qui sont là, ici. Tu veux me lancer une vidéo? Ouais, alors là, ça se lance pas sur le bon écran. Et est-ce que je peux le... Il y a un écran... Ouais, c'est là, c'est bon. Ouais. Donc, alors ça, c'est les versions miniatures. Putain, c'est grand. Ah, vache. Donc ça, c'est Non, Atlas. c'est pas la bonne? C'est pas la bonne, mais Ok. c'est pas grave. Ça, c'est ces petits jouets, ça. Avec le grand frère qui est derrière. Ça, c'est le grandeur nature. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Mais ça Vas-y. marche. Non, ça, c'est le chien robot. C'est celle juste avant, du Pourquoi coup. tu m'as pas envoyé juste celle que tu voulais faire voir? Je sais pas, comme ça, écoute. Là, c'est Ça aurait été plus simple, quoi. bah non, mais juste impressionnant. Alors, c'est un peu lent encore aujourd'hui sur ces chiens, mais là, il va aller ouvrir une porte, la gérer lui-même. Là, voilà, ça c'est la démonstration, c'est la deuxième. Il y en a une autre juste avant aussi. C'est celle que tu voulais que je mette? Celle juste avant, mais tu Dis-moi. peux la mettre celle-là. Ça c'est voilà, Atlas qui fait une démonstration.
Donc voilà, avec un robot qui ne se retourne plus mais qui pivote sur lui-même, parce que c'est inutile de se retourner, ça perd du temps. Oui, Et parce si qu'il y a ça, il limite les humains, mais à partir du moment où il comprend qu'il peut faire un truc plus rapidement ou plus efficacement, il s'en prive pas. En fait, c'est une intelligence artificielle. et si tu mets la dernière, du coup, voilà. Donc là, on voit le mouvement en fait qui est du robot, qui est ultra fluide. On est sur de la démonstration parce qu'il n'y a aucun intérêt pour ce robot à faire du kung-fu. Par contre, le voir en vrai à Ouais. 10 cm, c'est bluffant. Ça fait vraiment quelque chose de se dire que ça va être dans notre quotidien. Alors, pas des robots comme ça. Alors, il y a quand même beaucoup de métiers, hein, le ménage, on a parlé des taxis, mais tout ce qui est métier de service, gardiennage, ménage, avec ces robots-là, bah, ça va vraiment évoluer ces métiers-là. Mais ça, c'est le robot que Hyundai va mettre dans toutes ses lignes de production. C'est ce robot-là. C'est pas un autre, C'est son demain, pari, une ouais. V2, une V3. C'est Mm. celui qu'on voit là, qui fonctionne déjà. Et c'est ce robot-là qui va assembler les pièces des voitures, qui va les contrôler, qui va faire tout ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Mais globalement, c'est ce qu'on voit dans les tendances du CES, c'est-à-dire que vous avez une partie où il y a des innovations, notamment Nvidia, et après, il y a son territoire d'application qu'on voit l'année d'après ou 2 ans après. Donc il y a vraiment, c'est ça qui est intéressant en allant au CES, c'est que vous voyez ce qui émerge en termes de technologie, et puis vous voyez ensuite son applicatif concret quelques années après ou même l'année qui suit. Ouais, une dernière question, puis on va passer au mot de clôture. Ouais. Ouais, d'aujourd'hui, demain. Ouais. On était limite un peu déçus. C'est vrai, c'est ce que tu dis. Ouais, Autant ouais. il y a quelques années, on se prenait des claques des fois d'innovation en disant waouh, on n'a jamais vu ça. Là, tout ce qu'on a vu, on l'avait déjà vu, Mm. mais on l'avait jamais vu fonctionner aussi bien en fait. Bah, ils se ressentent Voilà. peut-être un peu sur ce qu'ils sont à la base. Tu vois, c'est le Consumer Electronic Show et c'est censé présenter les objets qui seront disponibles sur le marché en 2026. Peut-être qu'ils sont revenus alors. Ouais. C'est un retour aux sources. Ouais. Mm. Ouais. Et on vous a évité les 10 minutes de télé aussi, puisque les écrans, c'est quand même la base du salon, c'est les écrans. Oui. Bon, là, encore une fois, on n'a pas eu de grande claque, donc on n'a pas mis les écrans cette année dans nos restitutions, mais il y a plein de choses intéressantes techniquement à voir là-dessus. Ok. Eh ben, un grand merci les gars pour la restitution, c'était Et vraiment merci à Avec tous. plaisir. Merci à vous. Pour le mot de clôture, je vais appeler Sam Damani pour aussi son petit retour d'expérience et puis en quoi en fait la French Tech s'intègre dans ce dispositif. Sam, c'est à ton tour. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci, c'était une présentation très riche. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas eu l'occasion d'aller au CES. On est fiers en Europe. On a Viva Technologies qui a dépassé l'année dernière en termes de visiteurs le CES. Mais grâce à la dynamique régionale pilotée par la région Aura Technologies, on a pu maintenir notre constance et aller voir quand même ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, à 9000 km. Et la présentation que vous venez de voir et les startups qui ont exposé et qui ont présenté aussi leur innovation sont assez bluffantes. C'est vrai qu'on on ressent à premier abord pas forcément une révolution extrêmement absolue, même si on peut être bluffé. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, personnellement, c'est la sphère qui existe depuis 1 an et demi et qui est vraiment incroyable. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir vu une couche écran n'est pas forcément quelque chose qu'on loupe, puisque la sphère de Las Vegas est tellement immergente, impressionnante, que même le plus grand écran du stand LG n'était pas forcément particulièrement bluffant sur cette édition. Ce qu'on vient de voir, pour moi, est très intéressant, très captivant, mais il manque peut-être un point essentiel. C'est que en fait, c'est pas qu'un problème hardware. C'est vrai qu'on a poussé les curseurs dans quelque chose d'encore plus incroyable que ce qu'on a vu avant, surtout en robotique, entre autres. Mais c'est surtout une pure problématique IA. En fait, c'est une problématique de contrôle de couches. On a entendu ces derniers jours OpenAI qui a racheté une boîte pour faire ce qu'on appelle un wearable, ce qu'on a pu voir avec Lenovo, où vous allez avoir un petit pendentif qui va tout capter, que ce soit les vidéos ou le son que vous allez voir au long de votre journée. Mais si on est dans cette tendance, et si Lenovo a fait un show aussi dense avec autant de stars sur scène, parce que vous aviez un big
boss de Microsoft, vous avez la patronne de AMD, vous aviez un patron d'Intel, vous aviez le patron de Nvidia. Tous ces partenariats, alors qu'ils sont supposés être plus ou moins concurrents, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que personne ne maîtrise totalement la chaîne de valeur. Et OpenAI est dans la même situation, si ce n'est qu'ils sont coincés entre la couche infra qu'ils ne maîtrisent pas, et c'est pour ça qu'ils ont signé des deals avec Microsoft et AWS, et qu'il y a eu quelques deals aussi signés au CES, et ils n'ont pas l'interface utilisateur, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toucher directement l'utilisateur à travers ces wearables. Donc le vrai enjeu qui manque, à mon sens, c'est capter l'attention. Et quand on regarde à partir de ce prisme, on se rend compte que les géants sont à marche forcée pour trouver comment capter l'attention de l'utilisateur. Comment on fait avec ces wearables, que ce soit des oreillettes, des lunettes connectées, ces petits bijoux pendentifs un peu moches là, qui a été présenté par Lenovo, comment on fait pour parler à l'utilisateur avant même qu'il prenne sa décision? En fait, toute la richesse de Google, ce n'est pas uniquement la recherche, c'est le fait de capter l'intention pour pouvoir mieux lui placer un produit. Ça va être tout l'enjeu du modèle économique encore manquant ou balbutiant de l'IA, de ces gros acteurs, de se dire comment je vais connaître intrinsèquement les personnes mieux qu'elles-mêmes pour savoir leur suggérer au moment donné quoi faire, quoi acheter, quoi orienter. Et c'est là où ce CES avait en fait un prisme très intéressant dans sa professionnalisation de l'utilisation de l'IA à travers ces différents outils. D'ailleurs, on s'est rendu compte que l'IoT était d'autant plus présent que dans les années précédentes, avec une couche IA, donc c'est l'IAOT. Donc on a le CITC qui était présent et qui va bientôt s'appeler le CITC IA, j'imagine. Voilà, ça c'est un premier retour à chaud sur ma perception de la technologie aussi, de son usage et comment l'IA se professionnalise aussi et s'insère dans nos vies, toujours dans un but mercantile. Peut-être un mot en 30 secondes sur la délégation française et internationale. Je pense que moi j'ai eu ce choc au niveau de la délégation française, mais déjà l'an dernier. Toi, en tant que représentant de la French Tech, quand tu es arrivé, c'était quoi ta première impression? Une impression de fierté, clairement. Il y a 12 ans de ça, la French Tech est apparue. Quand je parle de la French Tech, c'est l'ensemble des acteurs de la tech française qui se sont fédérés autour d'une marque forte, unique, visible et compréhensible à l'international. Et on peut imaginer qu'avec un certain nombre d'années, il y a un essoufflement. Pas du tout. On a eu un stand qui était extrêmement dense, riche, très présent, particulièrement même présent, puisque c'était directement à l'entrée de l'Eureka Park. On peut être fier. Je précise un truc, c'est que l'ouverture du CES, peut-être que ça va vous parler, a été fait par Gary Shapiro sur le stand France, en fait. Ouais, il a ouvert le CES chez nous. C'est à la fois une fierté que ce soit la France dans sa constance, qui a été mise à l'honneur à travers l'ouverture officielle par le patron du CES. C'est aussi une fierté de la région, puisque avec Business France, il y a un deal qui a été passé par notre confiance mutualisée, perpétuée depuis 10 ans, depuis 8 ans, de dire on va mettre les Hauts-de-France directement à l'entrée même du pavillon France. Alors, par contre, on n'est pas les seuls à avoir été aussi présents de manière massive. Les Américains étaient forcément très forts, c'est leur terrain de jeu. L'Asie, et particulièrement la Corée du Sud, qui ont pris, alors ils étaient un peu plus éloignés, mais qui ont pris quand même un volume assez incroyable. L'Italie, de manière assez impressionnante, ils étaient très forts, très présents, un peu moins que nous, mais ils n'avaient pas à rougir. Et Israël, qui était extrêmement présente. Petite surprise, on avait quelques startups ukrainiennes qui étaient plutôt avec des innovations liées à la défense, avec les drones de défense, qui étaient assez impressionnants. Je ne m'attendais pas à trouver ces acteurs. Et on avait bien sûr des stands français en dehors de l'espace France, les gros retailers, les gros constructeurs qu'on retrouvait un peu partout dans Las Vegas. Ok, très clair. Moi, je partage la même fierté d'avoir participé à CES et puis d'avoir emmené cette délégation, puis le plaisir aussi de t'avoir reçu pendant cette délégation. Il y avait, voilà, moi je voulais aussi, peut-être en mot de conclusion, à moins que tu aies encore des choses à ajouter. Juste pour conclure, c'est que le CES et Vivatech, c'est deux salons totalement différents. On a évoqué Vivatech. Vivatech, ce n'est pas le CES européen. Les usages sont un peu différents. Le mercantile, dans le sens noble du terme,
est très présent au CES. Alors c'est peut-être la philosophie anglo-saxonne, et donc on a vraiment des tendances d'utilisation de la technologie dans les futurs usages qui vont être commercialisés. Et ça, c'est vraiment intéressant d'aller le renifler. Mais le Vivatech est tout aussi important. On a une chance, c'est que la région, le territoire est représenté déjà depuis 2 ans et encore plus cette année, si je me trompe. Donc ceux qui ont loupé le CES auront l'opportunité de voir une autre façon d'aborder l'innovation technologique et d'usage d'ici quelques mois dans notre banlieue proche, puisque c'est à Paris. Et ceux qui ont fait le CES, je vous invite fortement à aussi participer à Viva Technologie, puisque le business y est aussi, et c'est le plus important. Merci beaucoup Sam, merci à toi. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. C'est un plaisir parce que quand on a un public nombreux pour faire une restitution, nous on met beaucoup d'énergie aussi pour l'organiser. Merci à Stéphanie pour la tech et puis aux relations presse, à la communication pour tout l'engagement que vous avez eu aussi pour préparer le terrain en amont, en aval et pendant les sessions. Et puis vraiment, je l'ai dit tout à l'heure pour la région, mais après je ne vais pas le répéter, on va dire ouais, c'est un faillot. Je voulais conclure sur vraiment une chose par rapport à la délégation, que ce soit nos exposants ou nos tech toureurs. Moi, j'étais vraiment ravi de participer à cet événement avec vous. C'est une aventure en business, clairement. C'est une découverte et puis c'est aussi une belle aventure humaine. J'ai découvert des entrepreneurs qui sont de... Il n'y a pas les vrais et les faux entrepreneurs, mais c'est des vrais entrepreneurs par la curiosité, par l'envie de comprendre, de se faire challenger aussi par rapport aussi au feedback que vous avez pu avoir, la préparation d'y aller sérieusement, etc. Et puis des entrepreneurs qui, pour les vrais, sont des personnes qui sont en partage dans la communauté, l'échange. Il n'y avait pas moi j'ai un lead avec tel ou tel, je ne te partage pas le truc. Tout le monde se partageait l'information pour que ce soit le plus fluide et puis fructueux. Donc merci encore une fois pour votre présence et puis je vous souhaite une très belle fin de semaine. À bientôt.